Là, tu fais mal. Eva, tu me fais mal. Eva, sage, Eva. On voulait que ces enfants soient traités d'une manière digne. Pour moi, on est très très loin de la dignité humaine. Rémi a été interné et a vécu des choses cauchemardesques. Tout le monde était au courant, tout le monde voyait. Tous les éducateurs voyaient. On les met dans des box parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans Zone Interdite. Ce que vous allez voir ce soir va vous faire froid dans le dos. Nos caméras se sont infiltrées dans des établissements spécialisés pour enfants handicapés. Nous avons découvert ces images terribles. Des garçons, des filles, attachés, enfermés, dénudés, humiliés. Comment en est-on arrivé là, en 2014, chez nous, en France? Comment expliquer que ces enfants autistes, trisomiques ou polyhandicapés soient traités avec si peu de dignité? Les professionnels sont à bout et les parents parfois dépassés. Vous allez découvrir pourquoi 13 000 enfants handicapés n'ont aucune solution d'accueil aujourd'hui. Ils sont à la charge de leurs familles, des familles qui vont parfois chercher de l'aide de l'autre côté de la frontière, en Belgique, où fleurissent des structures privées. On les appelle les usines à français. Ce document de Zone Interdite, grâce aux équipes de Z Production, avec Nicolas Bourgoin, brise une loi du silence. Après cette enquête, Albert Algou, auteur de Laurent Gérard et journaliste, va nous rejoindre. Son fils est autiste, souvent violent. C'est un grand gaillard d'1,90 m, pas facile à contrôler. Et puis nous entendrons l'interview bouleversante d'une maman qui a fini, elle, par tuer son enfant. Je vous retrouve juste après cette enquête. Ces révélations sont troublantes et insupportables évidemment, mais sachez que depuis un mois, les pouvoirs publics ont réagi et que cet établissement du Gers que nous avons vu dans ce documentaire a été placé sous administration provisoire pour que cette maltraitance cesse définitivement. Face à ce manque de prise en charge, certains parents, vous l'avez vu, sont poussés à bout. Ils pensent au pire pour soulager la vie de leur fils ou de leur fille. D'autres passent même à l'acte, comme Jeanne-Marie Préfaux, que Géraldine Levasseur est allée rencontrer à Montpellier pour Zone Interdite. Jeanne-Marie Préfaux vit près de Montpellier. Mariée à un médecin, mère de 5 filles, elle était institutrice. Il y a plus de 30 ans, elle a dû cesser de travailler pour s'occuper de sa dernière, Sophie. Elle était autiste, leur quotidien difficile. Elle ne dormait pas la nuit, ni la nuit, ni le jour, enfin, ou à de brefs moments. Tous les jours, les repas étaient difficiles, les nuits étaient difficiles, donc c'était un combat permanent. Vous étiez épuisée ? Absolument. Je tenais plus debout, j'avais beaucoup maigri aussi. Quand vous n'avez plus le temps d'aller prendre une douche, même d'aller aux toilettes, même de manger, il reste rien. Vous ne pouviez pas demander de l'aide ? Il n'y avait pas d'aide. Nous avions essayé d'embaucher un éducateur, mais cet éducateur n'a pas pu rester. C'était trop difficile. Comment ça ? Il ne pouvait pas suivre Sophie. Sophie lui faisait peur. Pourquoi elle lui faisait peur ? Mais c'est effrayant, une personne en crise. Elle avait des mouvements brusques, des mouvements inattendus, un regard vide ou agressif. Et vous, elle vous faisait peur ? J'avais peur pour elle surtout. Il y a eu des moments où j'ai eu peur qu'elle me blesse, oui. Nous étions tous en danger. Votre mari vous a soutenu ? Il m'aidait comme il pouvait m'aider. Quand il était là, oui. Sophie grandit. Elle a 23 ans. Jeanne-Marie la porte à bout de bras. Un établissement psychiatrique accepte finalement de la prendre en charge, mais Sophie y souffre. Elle est maltraitée. Jeanne-Marie n'en peut plus. Pour abréger son mal, elle décide de la tuer. Pourquoi ce jour-là ? Parce que ce jour-là, j'étais tellement épuisée que je savais qu'on retournerait à l'hôpital. C'est un acte de courage ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je crois qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de courage pour continuer à voir Sophie enfermée dans un hôpital.
et pas soigné du tout, et enfermé en permanence dans sa chambre, à patauger dans ses excréments, à savoir qu'elle hurlait nuit et jour. Là, il m'aurait fallu du courage pour continuer à encaisser ça. Oui. Si vous deviez définir votre geste, comment vous le définiriez? C'est un geste d'amour. Je ne voulais plus que ma fille connaisse à nouveau ce qu'elle avait déjà vécu à l'hôpital psychiatrique. Elle n'a pas voulu redire les mots de l'acte, mais elle les a écrits dans un livre où elle raconte son histoire. Je prends 2 flacons d'un puissant sédatif et la conduis à la voiture. Nous roulons longtemps, puis je verse le contenu des 2 flacons dans une petite bouteille de grenadine et la fais boire à Sophie. Je lui dis combien je l'aime, je ne m'arrête pas de lui parler, de la caresser, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, doucement. Est-ce que le fait de tuer Sophie, c'est un acte que vous avez mûrement réfléchi? Je crois qu'il venait par flash, ça passait. Mais à chaque crise, c'était plus difficile. Donc, après le passage à l'hôpital psychiatrique en 92, oui, cette idée, je l'avais en tête. Comment supprimer la souffrance de Sophie? Il n'y en avait qu'une. Et il y avait que moi qui pouvais le faire. Pourquoi? Parce que j'étais sa mère, que j'étais prête à tout supporter, même aller en prison des années pour soulager ma fille. C'est une décision que vous avez prise toute seule? C'est une décision que j'ai prise toute seule, oui. Vous avez culpabilisé? Non. Qu'est-ce que vous avez dit au commissariat quand vous êtes arrivé? Je leur ai dit la vérité, que Sophie était dans la voiture, inanimée. Comment a réagi l'officier de police? Il a été très surpris. Et une dame m'a prise dans ses bras. Ils ont été extrêmement gentils et compréhensifs. Et quelle a été votre peine? J'ai été condamnée à 5 ans avec sursis. 5 ans, c'était parce que j'étais hors la loi et que c'est un geste qui était condamnable par la justice. Et avec sursis parce qu'il comprenait très bien pourquoi j'en étais arrivée là. Et que finalement, peut-être, c'était pas moi qu'il fallait condamner, c'était aussi la société. Et ce manque de prise en charge, je parle pas des personnes en particulier, mais c'était la société qui m'avait laissé dans cet état-là, finalement. Qui nous avait laissé dans cet état-là, sans aide. Il vous en a voulu, votre mari? Je pense qu'il a compris, il a pu m'en vouloir et il a pu me pardonner aussi. Et il a pu être soulagé aussi de voir que Sophie ne souffrait plus. Et il m'a aussi remercié. On ne peut pas être content de ce qui est arrivé, mais quand on analyse, on se dit, pour Sophie, c'est mieux. Et en même temps, je pense que tous les sentiments se mélangent. Vous y pensez souvent? Je pense beaucoup à Sophie tous les jours, oui. Aujourd'hui, Jeanne-Marie vit seule. Après le procès, ils se sont séparés avec son mari. Elle a voulu témoigner aujourd'hui pour que les parents d'enfants handicapés ne soient plus jamais abandonnés. Et nous sommes de retour sur le plateau de Zone Interdite en compagnie d'Albert Algou. Bonsoir Albert. Bonsoir. Parce que vous viviez depuis 23 ans avec un fils autiste qui s'appelle Bonaventure, Bonnie. C'est un très beau garçon qui mesure 1,90 m et qui a des excès de violence à certains moments de sa vie. Vous allez nous raconter tout ça, incontrôlable. Mais je voudrais vous faire réagir tout de suite à ce témoignage très douloureux. Je me reconnais dans le témoignage de cette femme. D'abord, peut-être l'âge, 23 ans, comme mon fils. Elle a été amenée à cette extrémité. Et il y a un grand nombre de parents qui, dans des situations de désespoir, de dépit, d'abandon, ont été amenés à penser à cela. Moi-même, j'ai été amené, certainement, il faut être franc. Si ça peut servir à quelque chose, au moins que je le dise. C'est qu'on est amené, on pense à en finir avec notre enfant. C'est quand même incroyable que dans ce pays, on en vienne à des extrémités pareilles. Pourquoi vous n'avez pas craqué, justement, vous? J'ai pu me trouver dans cette situation, pas complètement, Dieu merci, parce qu'avec ma femme, on a tenu le coup, parce qu'on a trouvé des aides, parce qu'on les a recherchées, parce qu'on s'est battu pour. Mais il y a des gens, ils n'ont pas cette chance. La violence de votre fils, elle se matérialise comment?
La violence, elle est d'abord contre eux, l'automutilation, qui peut aller très très loin. Hein. C'est ce qu'on a vu là n'est rien. Il y a des automutilations absolument abominables. Il est allé loin, votre fils ? Oui, il peut aller loin. Je sais pas, en se mordant, par exemple. On voyait cette jeune fille se taper la tête. Ça, c'est un symptôme assez fréquent dans les cas d'autisme. Et puis il y a la violence contre les autres, mais pour mon fils, elle est prévisible. C'est quand on va s'opposer. J'allais dire à ces tocs répétitifs, à ces refus, à ce moment-là, oui, ça va être. Mais contre vous, ça vous est arrivé ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça peut être des cas terribles. Se faire mordre, par exemple, ça peut être rien quand c'est un petit enfant, mais quand c'est un adulte qui vous mord, mais qui vous mord terriblement, vous avez tous les bras bouffés. Et là, comment on réagit dans ces cas-là ? Alors, évidemment, vous êtes tenté humainement de lui envoyer un pain si vous en envoie un, parce qu'on est un être humain, mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. On voit votre fils faire différentes activités tout autour de nous ce soir. Il est aujourd'hui dans un établissement ? Alors, il est aujourd'hui pas dans un établissement, il est aujourd'hui dans une maison qu'on a créée avec quelques parents. C'est une solution alternative que vous avez décidé ensemble ? C'est la solution d'avenir. Pour l'instant, c'est de l'alternative, mais l'avenir, ce sont des petites structures. C'est-à-dire, la maison que l'on voit là, c'est une maison dans un petit village près d'Amiens, à Bouzincourt, qui pour l'instant, malheureusement, est totalement privé, que l'on tient à bout de bras. Mais l'avenir, il est là. Parce que c'est là que ces enfants, ces adultes, ces jeunes adultes peuvent et pourront avoir une vie digne, une vie humaine, tout en ayant toujours leur handicap très lourd, mais on pourra éviter de les surhandicaper dans ces endroits-là. Alors que pour l'instant, dans les maisons, comme on y a vu tout à l'heure, ils vont vers le pire, autant qu'ils meurent, à la limite. Et c'est ce que il y a une situation scandaleuse en France, c'est que il y a un débat sur l'euthanasie, mais on a le sentiment parfois que les parents d'enfants handicapés sont poussés à l'euthanasie, à se dire plutôt la mort que ces conditions concentrationnaires, plutôt la mort que ces échecs répétés, plutôt la mort que de voir nos enfants maltraités, médicamentés, abrutis, baveux. C'est possible en France d'accueillir ces personnes avec de graves troubles du comportement, c'est possible de faire des choses qui ne soient pas ruineuses, qui soient même rentables, et les petites structures comme pour lesquelles je milite, c'est l'avenir et elles sont moins coûteuses que des structures énormes qui sont pas toutes blâmables, heureusement, mais à mon avis, l'avenir, c'est ça. Alors Albert, je vais vous poser une question d'avenir aussi. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus pour la vie de demain avec cet enfant, avec Bonnie ? Ce qui me préoccupe pour la vie de demain pour mon fils, c'est ce qui préoccupe tous les parents du monde, que leurs enfants soient handicapés ou non, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir lorsqu'ils seront plus âgés et lorsqu'on ne sera plus là. C'est plus crucial pour des enfants handicapés, parce qu'ils ont besoin d'aide. Hein. C'est plus crucial pour toutes les personnes dépendantes. Donc, quelle va être leur dépendance ? Est-ce qu'elle sera digne ? Est-ce qu'elle sera humaine ? Ou est-ce qu'elle ne le sera pas ? Donc, la grande angoisse, c'est celle-là. C'est ce qu'on essaye de construire en ce moment. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va être reconnu suffisamment pour que ce soit solide ? Voilà, tout simplement. Et qui assurera à votre place cette responsabilité ? Alors, vous avez la réponse ? Pour votre fils ? Je n'ai pas la réponse, parce qu'on ne peut pas demander à ces autres enfants de porter ce sac à dos bien pesant qu'est le handicap d'un frère ou d'une sœur. Qu'ils s'en soucient, oui, mais qu'ils soient responsables, c'est pas eux qui les ont mis au monde. Donc, je pense que là, la société a un rôle à jouer. Quand je dis la société, c'est les institutions. Il y a des choses qui existent, qui sont très bonnes, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Il faudrait que partout, ça fonctionne à peu près bien. Merci beaucoup, Albert Algou, pour ce témoignage. Et je vous signale que 20 enfants handicapés mentaux naissent chaque jour, qui vivent à la maison ou en établissement. En tout cas, c'est en dénonçant ces actes de maltraitance, comme nous l'avons fait ce soir, qu'on combat justement ces dérives. Je vous donne ce numéro, un numéro de téléphone unique, le 39 77, pour signaler ces actes de maltraitance sur les personnes handicapées. Si vous souhaitez, vous aussi, pousser la réflexion plus loin encore, je vous recommande l'enquête de nos confrères du Pèlerin, qui ont rencontré d'autres pères et d'autres mères courage. La soirée se poursuit en attendant avec Bernard de la Villardière. Pour Enquête exclusive, nous nous retrouvons, nous, dans 15 jours, avec notre sujet sur la France de la corruption et des passe-droits. Très belle soirée, à bientôt.